Je vais demander aux deux auteurs de nous rejoindre également. C'est vous mon lecteur. C'est vous mon abonné. Je vais lui mettre par-dessus les trucs, ça va devenir compliqué. Ouais, c'est pas grave. Écoutez, merci à ceux qui ont fait le déplacement dans le blizzard, le froid sibérien. On va donc initier cette soirée sur l'organisation pirate, une thématique originale, intéressante. Et donc je vais recevoir, on a le plaisir de recevoir ce soir non seulement un auteur, mais les deux auteurs de cet ouvrage, Rodolphe Durand et Jean-Philippe Vergne, qui a failli ne pas être parmi nous, mais qui lui, contrairement au retardataire, lui a réussi à venir. Et donc, ils vont commencer, pour nous mettre dans le débat, par nous présenter un film, je crois. Et ensuite, Rodolphe nous fera une lecture de quelques passages de son livre, que vous pourrez acquérir, si vous êtes séduit, après la conférence et le débat. Et donc, j'accueillerai deux débatteurs ensuite, Patrick M, qui est professeur, et j'ai oublié le prénom, excusez-moi, Marie-Caroline Artaud, qui est également, ce sont les deux éminents partenaires d'un projet qu'on conduit depuis 3 ans, qui nous voit nous associer à 5 laboratoires de recherche en sciences sociales, et pour réfléchir et réinventer, tenter de réinventer l'univers du centre d'appel, de la relation client. Et donc, ils vont ce soir participer, parce qu'ils ont un regard particulier, bien sûr, sur tout ce qui est sociologie du travail. Et comme c'est de ça qu'il va être question, on va avoir l'occasion d'en débattre. Donc, est-ce qu'on peut commencer peut-être par la présentation de votre film? Je vais vous lancer la mécanique, la tringlerie. Et puis, donc, petit à petit, on va voir arriver les autres invités. Merci. Merci beaucoup. Donc, ce petit film est... Oui, Alors, ce petit film est sur le site qui s'appelle thepirateorganization.com. Le livre qui est en français ici vient de sortir cette semaine aux éditions de Harvard Press, avec une couverture affriolante, toute rouge. Et ce petit film, en fait, reprend l'essence du propos. Donc c'est une bonne introduction en images à notre thématique. Et puis ensuite, effectivement, on va vous lire 1 ou 2 passages pour lancer le débat avec nos débatteurs. Opposing this American plan to create a state cyber police was such in breach of copyright law. Opposing this American plan to create a state cyber police were such online platforms as Anonymous, Wikipedia, Reddit, 4chan, and DeviantArt. Many governments see cyberspace as a sovereign territory that should be under state control. But to organizations like Anonymous, cyberspace is a public good that cannot be owned or centrally controlled. Acts of piracy have always been a response to the control of uncharted capitalist frontiers. Piracy is not a random act. It is predictable and lies at the core of capitalism. The conflict over the control of cyberspace is just the latest in a long history of struggles. It all began in the 17th century when capitalism expanded into the first uncharted territory, the high seas. The European states were competing for ownership of trade routes. To impose their own rules, they created monopolies called the East India Companies. The Dutch version, known as the VOC, was designed to rule over the trade routes the Dutch had discovered. For the Dutch, both competing companies and indigenous merchants were considered pirates. But why? From the state's point of view, anyone not respecting the standards imposed by the ruler is a pirate. So piracy is a matter of perspective, and those in power tend to impose their own perspective on the rest of the world.
That's why the Dutch government saw nothing wrong when in 1603 a Dutch admiral attacked a Portuguese ship along the spice route. In fact, the Dutch government had sanctioned the attack by providing a letter of marque and reprisal. Those given this authority were known as privateers or corsairs. So what the Portuguese considered an act of piracy was for the Dutch a valiant move in forcing control of the sea route they claimed to own. Many pirates believe the high seas to be a public good, to be used freely for the benefit of everyone. But in uncharted territories, it is unclear who the legitimate owners are and who the pirates are. Stories of pirates are not unique to Hollywood tales of the bygone era. History repeats itself whenever capitalism expands into uncharted territory, and that includes cyber and outer space. So Johnny Depp won't be out of work anytime soon. In the early 20th century, the British government created a monopoly to enforce rules in the latest capitalist territory, the airwaves, and the BBC was born. Its purpose was to create rules for programmers and for listeners, such as allowing only religious shows and classical music. His Majesty's subjects were to listen to the broadcasts in silence, using only BBC-approved receivers. But the popularity of offshore pirate radio made the government rethink the rules of broadcasting. And since the end of the BBC's monopoly in 1967, the airwaves have been free of censorship and treated as a public good. The funny thing is, every time capitalism expands into new territories, state monopolies are used to define the rules and gain control. Or did you actually believe that capitalism and free markets were one and the same thing? Today, the issue of net neutrality in cyberspace echoes the struggles for freedom of the seas and freedom of the airwaves. Remember the Dutch corsairs attacking the Portuguese ship? Well, in 2001, the Chinese government authorized 10,000 cyber pirates turned cyber corsairs to attack American targets in reprisal for a US drone intrusion. Since then, both the US and China have been tracking cyber pirates online to offer them jobs as cyber corsairs. Using cyber weapons such as the Stuxnet and flame viruses, cyber corsairs fight for control over cyberspace, a strategic territory on which so many industries depend. So ask yourself, who shall we trust to control cyberspace? A for-profit like Google, sometimes backed by the NSA, a non-profit like ICANN, supported by the US government, or a collective of stateless cyber activists like Anonymous. Clearly, we owe multiple pirate organizations for their view of the sea as a common good, for unleashing free radio broadcasting, and for defending net neutrality. Some say that sea pirates were the only ones accepting women on board in the 17th century. Thank you, guys. But the story is not over. Capitalism has entered a new age of expansion, and gene maps and outer space are the new uncharted territories of the 21st century. Who will you trust to control them? Voilà, bravo. Bravo. Le livre là donc reprend l'essentiel des exemples. On reprend l'essentiel des exemples ou des arguments qui sont présents dans le livre. Ce qu'on va faire donc, c'est comme prévu lire un ou deux passages. Donc moi, le premier passage que j'ai choisi a été rapidement mentionné dans le film. C'est lorsqu'on dit: est-ce que vous pensez que finalement le capitalisme et le libre-échangisme vont de pair, puisque les pirates, comme on l'a montré de façon récurrente, finalement contestent les droits des États à disposer de monopoles. Donc la BBC, ou à l'époque, au XVIIIe siècle, les monopoles sur les routes maritimes, les pirates défendant la liberté des eaux territoriales. Donc tiré de la version en français, il y a un petit paragraphe que je veux vous soumettre, et puis après je passerai la parole à Jean-Philippe pour un autre passage. Capitalisme et monopole ne font pas bon ménage.
Point d'interrogation. Cela dépend. Ce qui est concurrentiel aujourd'hui peut devenir monopolistique demain, et vice-versa. L'une des raisons essentielles pour laquelle le capitalisme se diffuse à l'ère moderne, par le truchement du monopole, est que ce dernier représente le mode organisationnel le plus à même d'accélérer la circulation des flux grâce à l'action d'un État souverain au pouvoir de normalisation étendu. L'association immédiate qui existe aujourd'hui entre capitalisme et libre-échangisme, que l'on tient pour évidente, est en réalité le produit bancal d'une flagrante myopie historique. Le libre-échangisme n'est pas un rouage nécessaire de la machine capitaliste, bien au contraire. Pendant les 2 premiers siècles d'histoire du capitalisme, c'est le commerce monopolistique organisé sous l'égide de l'État souverain qui permet d'intensifier la déterritorialisation des flux planétaires. En effet, capitalisme et libre-échangisme se situent à 2 niveaux d'analyse complètement différents. Le second, c'est-à-dire le libre-échangisme, ne représentant que l'une des modalités de propagation possible du premier. D'ailleurs, la Chine en est un bon exemple, hein, avec un système politique très fermé et du capitalisme par ailleurs. Ce qui n'est pas sans implication pour le débat politique actuel sur ce que pourrait être le capitalisme ou l'anticapitalisme de demain. Alors moi j'ai choisi un petit extrait qui parle de l'action des pirates dans le cyberespace et notamment de leurs revendications concernant les droits de propriété qui pourraient ou qui peuvent s'appliquer au software. Aujourd'hui, la plupart des softwares sont personnalisables en superficie, mais ce fait ne doit pas diluer l'essentiel. La fonction même du software déjà programmé est justement la standardisation des procédures pour accomplir des tâches le plus rapidement possible. Pour toute une communauté de personnes, le software est un dispositif fermé qui impose des contraintes à la libre expression. Songeons à la manière dont un morceau de software comme PowerPoint a bouleversé la vie des organisations au cours de ces 25 dernières années. Beaucoup de salariés placent le plus clair de leur temps de travail à rédiger, relire, corriger ou modifier des présentations PowerPoint. On en fait partie. Hein. Ils finissent par se mettre à penser en listes, puces et sous-points. Chaque idée se décompose sous forme de 2 ou 3 pivots informationnels, étayés d'un exemple récent, d'une image cocasse ou d'une blague préparée à l'avance, tout cela permettant d'éviter que l'auditoire ne se meure d'ennui. En anglais, on parle même de death by PowerPoint. Parmi les contradicteurs des mérites des logiciels, de nombreux groupes de spécialistes de l'informatique se sont constitués en organisations pirates, les cyberhackers. La cause publique de ces organisations est à double face. D'une part, dénoncer le côté réductionniste de l'expression imposée par les logiciels, et d'autre part, décoder le modèle économique très profitable des producteurs de logiciels et proposer des alternatives en libre accès, enrichies par la communauté. Les premières organisations de hackers dans les années 70, comme le Homebrew Computer Club, ne regroupaient pas à proprement parler des pirates, mais plutôt des passionnés d'informatique cherchant à améliorer le matériel existant. Alors c'est notamment dans cette communauté-là qu'a grandi Steve Jobs. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Et à l'époque, dans les années 70, le Homebrew Computer Club a développé les premières versions de ce qui deviendrait les systèmes d'exploitation qu'on connaît tous aujourd'hui pour les ordinateurs qu'on utilise. Et au milieu des années 70, ils ont reçu une lettre leur demandant d'arrêter de développer ces logiciels-là parce qu'ils étaient accusés d'avoir volé du code. Et cette lettre était signée par Bill Gates, qui avait développé la première version de BASIC. Et donc il a écrit à Steve Jobs au milieu des années 70 pour lui dire d'arrêter d'utiliser son code sans le rémunérer. Voilà. Très bien. J'ai relevé mon œil parce que c'est compliqué d'avoir qu'un seul œil quand même. Je me dis, le pauvre pirate, c'est compliqué. Moi je trouve, d'abord peut-être, c'est intéressant de se dire qu'on a un professeur d'HEC, qui se présente quand même, parce que la première question qu'on se pose en ayant lu ce livre que je vous recommande, qui est très facile à lire, très bien écrit et bravo, c'est comment est-ce que quand on est professeur de management au sein d'une institution comme HEC, qui est quand même quelque chose qui ne vous apprend pas à pirater les organisations dans lesquelles vous travaillez, comment est-ce qu'on en vient à écrire ce livre? Je pense que c'est... D'abord, les professeurs d'HEC ont beaucoup changé depuis les 15 dernières années. On est tous les deux représentatifs d'une nouvelle génération qui sont essentiellement des chercheurs, pour ne pas dire des penseurs, du management. Et par conséquent, le plus clair de notre temps, nous passons à réfléchir et à rechercher sur des problématiques qui ne sont pas toujours appliquées ou applicables. On n'enseigne pas le fait de pirater votre entreprise nécessairement, mais on pose les questions à ceux qui seront les managers de demain
de réfléchir à ce qu'est l'intérêt public, l'intérêt privé, le profit, comment ça se définit, comment ça se détermine, qu'est-ce qu'il est bien de faire ou de ne pas faire, et on leur pose des questions sur pour quel type d'intérêt ils souhaitent travailler. Et on a 15% d'étudiants d'HEC qui sont aujourd'hui attirés par les ONG, le monde associatif. 15%. Ouais. Donc c'est assez important. On a aussi 35% qui continuent à faire de la finance pour devenir trader. Hein. Donc il y a de tout. Est-ce qu'on peut être trader et être pirate, c'est possible? On avait réfléchi à faire un chapitre sur les hedge funds, parce que quand on avait présenté ça à Londres, par exemple, à des banquiers, eux ils se reconnaissent, ils reconnaissaient ou ils proposaient des figures de capitaines pirates, par exemple de gens qui ont fait des hedge funds dans les îles anglo-normandes, qui utilisent effectivement des règlements ou des lois qui ne sont pas complètement établis, donc il peut y avoir des possibilités de tourner la loi et de créer des nouveaux produits qui de faire donc des razzias sur des ressources. Dans ce cas-là, c'est du capitaux à investir. Donc oui, mais on s'est arrêté parce que pour nous, la définition d'une organisation pirate, c'est une organisation qui défend une cause publique, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse l'intérêt propre des intéressés. Dans le cas des hedge funds, il y a l'intérêt du détenteur du fonds, mais qui travaille essentiellement pour ceux qui lui donnent l'argent. La cause publique est moins évidente. Alors la cause publique qu'il nous donnait, c'était de dire qu'il facilitait le fonctionnement du marché, et donc le marché devenait plus efficient, et par conséquent, la valeur des autres actifs, les bons, les obligations, les actions, ou même la dette, pouvaient être valorisées sur ces marchés de manière plus efficiente. Donc si on fait valoriser l'ensemble des actifs de manière plus efficiente, ça veut dire que les investisseurs investissent de façon plus sage, on réduit l'incertitude, et donc on contribue au bien commun. On n'est pas allé jusque-là, moi j'ai du mal avec cette dernière étape de la logique. Pour donner un exemple, en restant dans le monde de la finance, il y a plusieurs projets. Le plus connu s'appelle Bitcoin, vous en avez probablement entendu parler. C'est ce projet de bâtir une monnaie virtuelle et qui peut être échangée contre des dollars, contre des euros, etc. Et qui là est clairement un projet qui a une vocation pirate au sens où les concepteurs de Bitcoin avaient pour objectif de contester le monopole des États souverains à battre monnaie via les banques centrales. Et l'idée c'était au lieu d'avoir ce contrôle centralisé d'émission de la monnaie, d'avoir une émission décentralisée, donc chacun qui utilise Bitcoin en fait émet de la monnaie avec son ordinateur. Et donc là on avait dans le monde de la finance un projet qui est vraiment pirate et qui défend cette idée qu'il ne devrait pas y avoir de monopole, y compris pour l'émission de la monnaie. Très bien. Je vais demander à Patrick et à Marie-Caroline de nous rejoindre. On va leur faire une place sur ces sièges. Peut-être en première intention, leur demander qu'est-ce qu'ils ont pensé de ce livre. Alors, peut-être pas du bien, c'est rien. Non. Marie-Caroline, pour commencer, peut-être. Je commence. Alors, écoutez, ce livre m'a passionnée, déjà. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter? Ah, pardon, oui. Okay. Alors, donc, Marie-Caroline Artaud, je suis psychosociologue, intervenante du centre ESTA, qui est l'un des laboratoires, pourrait-on dire, qui a participé et qui continue de participer aux travaux avec M. Mignot autour du management. Voilà. Alors, sur le livre. Donc, j'ai lu cet ouvrage avec beaucoup d'intérêt déjà à titre personnel parce que j'aime beaucoup l'histoire, mais aussi parce que, en tant que psychosociologue, je ne travaille pas sur ce niveau-là macro des organisations et de l'économie, mais plutôt sur le niveau micro, le niveau des équipes de travail, et j'ai trouvé des similitudes
dans cette, finalement le propos, enfin un des propos essentiels qui me semble être tenu dans cet ouvrage, c'est autour de cette dynamique, la dynamique du capitalisme qui serait comme ça un mouvement de normalisation, hors norme et renormalisation, et donc cette sorte de dialectique finalement entre la norme et le hors norme. Et en fait, dans le fonctionnement des organisations, en interne, à un niveau micro, on retrouve aussi cette dialectique-là, ce mouvement, plus particulièrement à notre époque où les entreprises doivent être particulièrement innovantes et où donc elles entreprennent régulièrement des changements. Voilà. Donc on pourra développer un peu, si ça vous intéresse, en quoi, au niveau micro, on peut retrouver des idées. Voilà. Merci. Patrick? Merci. Courte présentation. Bonsoir, donc je suis Patrick M, professeur à l'ICEM, oui je fais des rimes, école supérieure de commerce et management Paris Tours Poitiers, qui va devenir au 1er janvier France Business School, donc regroupement de plusieurs grandes écoles, et un campus en Chine, Shanghai, et en Inde, à Pune, donc un développement international. Il se trouve que je suis professeur de contrôle de gestion, donc en plein dans la norme par rapport à ce qui a été défini, et que je fais voilà, au départ, et que je fais partie aussi du conseil scientifique de l'Institut Psychanalyse et Management. Donc je m'intéresse aussi à la psyché, et mais je suis du côté management, puisqu'il faut des deux. Et en fait, je vous le dis, en fait, j'ai pas aimé le livre du tout. Pourquoi? Parce que, oui, thèse, antithèse, foutaise, mais non, je pourrais pas en faire une synthèse. Je suis pas d'accord, et on en a parlé un petit peu, sur le plan éthique. Parce que ça, c'est ce qui me dérange, en fait. Parce que je veux bien que ce soit les balbutiements, la naissance, de l'assurance, de tout ce que vous avez dit, effectivement. Bon, c'est intéressant, moi j'adore me plonger dans l'histoire. C'est passionnant, mais ce qui me dérange, ce sont les cruelles réalités, c'est-à-dire arriver à ses fins, tuer, voler, etc. Et encore aujourd'hui, cette forme de piratage, alors même si vous parlez d'organisation pirate, je suis d'accord, mais ce qui me dérange, c'est la base. Et donc vous avez lu votre livre, alors moi j'en avais amené un tout petit, c'est pas le mien, il a presque 500 ans, sur Épictète. Et quand on lit Épictète, qui était donc du temps de Néron, vous connaissez bien, tout ce qui décrit au point de vue éthique du comportement, en fait c'est pas du tout ne pas s'approprier le bien d'autrui, etc., etc. Tout ce qui développe, c'est antinomique complètement avec cette approche-là, qui, c'est vrai, elle est séduisante pour le développement, comme disait ma collègue, sur la dynamique et l'avancement. Mais vous voyez, par exemple, là, on travaille à Lyon avec Henri Saval, que vous connaissez sûrement, sur la tétranormalisation. Et j'ai écrit d'ailleurs un chapitre sur comment être hors norme. Donc c'est un peu un paradoxal, mais c'est-à-dire que sur cette tétranormalisation qui regroupe toutes les formes de normalisation dans les organisations, sociale, qualité, financière, donc, et environnementale, c'est de faire en sorte qu'on puisse retrouver la place de l'être humain à l'intérieur. Donc il y a une possibilité sans aller vers, à mon sens, quelque chose qui serait risqué pour l'être humain, pour remplir les prisons, pour tous les piratages que vous avez pu citer et qui font peur aussi, hein, quand on parle du génome, etc. Voilà, moi je dirais que c'est ce point-là qui m'a dérangé, et comme il est à la base, on peut dire tout ce qu'on veut. Dans les définitions du dictionnaire, qui certes est normé, c'est la connotation est négative. Hein, le pirate est négatif. Voilà, et l'organisation pirate. Alors, est-ce qu'il faut se ranger de ce côté-là? Voilà, c'était mon interrogation. C'est ce que j'aimerais mettre un petit peu un pavé dans la mare. Je suis désolé, mais c'est ma façon de penser. Voilà. Allez, tu vas
Qui veut répondre, sachant qu'on trouve une connotation négative dans un dictionnaire pour le piraterie, c'est pas très surprenant, parce que s'il y a quelque chose qui est extrêmement du côté de la norme, c'est quand même un dictionnaire. Donc, est-ce qu'on doit se référer au dictionnaire pour juger de la piraterie et de l'opportunité des pirates? Voilà, c'est le référentiel. Ouais, d'accord, mais là, oui, ok. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, déjà, merci beaucoup pour vos remarques. J'ai oublié de me présenter, je vais le faire rapidement. Donc, je suis Jean-Philippe Vergne et moi, j'ai fait ma thèse de doctorat à HEC. Je suis maintenant professeur au Canada à la Richard Ivey Business School. Je vais... Peut-être qu'il y a peut-être un malentendu sur cette notion d'éthique, au sens où je pense que ni Rodolphe ni moi n'avons cherché à donner une connotation normative aux propos. C'est-à-dire que à aucun moment on cherche à dire ou on souhaite dire la piraterie c'est bien ou c'est pas bien. À aucun moment on cherche à dire la piraterie c'est le vol, c'est les tueries ou c'est autre chose. Je crois qu'il y a une contextualisation historique qu'on essaye de donner. Quand par exemple on parle des pirates au XVIIe siècle, effectivement ils volaient et ils tuaient. Encore qu'on pourrait discuter du fait qu'ils volaient, puisque la notion de propriété n'existait pas en mer à cette époque-là, donc c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est du vol et qu'est-ce qui n'en est pas. Mais il faut savoir que les monopoles, en l'occurrence les compagnies des Indes contre lesquelles ils luttaient, volaient, tuaient, et en fait étaient le principal vecteur de la colonisation des Amériques et des Indes par les pays européens qui ont mené à l'esclavage, etc., etc. Donc ces pirates-là s'opposaient à ces monopoles-là, mais des deux côtés, il y avait des tueries, il y avait du vol, il y avait des massacres. Et à aucun moment dans le livre, en fait, on aborde vraiment cette question-là et on dit c'est bien, c'est pas bien. Ce qu'on montre, par exemple, c'est que les pirates du XVIIe siècle étaient hors normes, effectivement, comme vous l'avez dit. Ils étaient hors normes, on a donné un exemple dans le film, c'était par exemple les seuls navires qui acceptaient à bord des femmes, des noirs. Alors que les marines marchandes traditionnelles, ou bien du côté des compagnies des Indes, ou bien du côté des marines de guerre qui étaient directement contrôlées par les États européens, ne réservaient ces carrières-là qu'aux hommes blancs. Donc les pirates étaient hors normes, mais aussi de côté qu'on pourrait juger positif, même si on ne le fait pas dans le livre, on pourra en discuter. Il y a des travaux historiques... savoir ce que vous savez, quelle était la place réservée aux femmes et aux noirs sur ces bateaux, quand même. Équitable. D'accord. C'est une précision utile. Quand même. La prostitution, par exemple, était interdite à bord des navires pirates, si c'est le genre de choses que vous aviez en tête. Effectivement, c'est quelque chose qui pourrait venir naturellement, mais il y a beaucoup de clichés en fait sur la piraterie qu'on essaye un peu de recadrer. Il y a des travaux d'historiens qui ont montré que cet idéal pirate au XVIIe siècle avait été une influence très importante pour les idéaux démocratiques de la Révolution américaine, par exemple. Donc j'aurais envie de dire qu'il y a probablement un malentendu. On ne cherche pas du tout à être normatif dans le livre et à dire ce qui est bien, ce qui est mal. On cherche à décrire ce qui s'est passé historiquement et à montrer qu'il y a un motif qui se répète sur différents territoires, les mers, les ondes, le cyberespace, l'ADN. On a des États qui cherchent à contrôler exclusivement ces territoires-là avec des monopoles. Et on a des organisations pirates qui contestent l'idée qu'il puisse y avoir un contrôle exclusif par des États sur ces territoires-là. On voit Wikileaks, on voit, vous avez cité dans ce film, c'est des gens qui on peut porter beaucoup d'espoir. On peut dire, est-ce que c'est pas les gens qui vont nous défendre contre l'espèce d'ordre mondial contre lequel on pourra de moins en moins réagir? Oui, c'est le sens de notre questionnement, puisqu'on pose plus de questions qu'on apporte de réponses finalement dans le livre. Donc, moi, je souscris évidemment à ce que tu viens de dire également. Donc, il n'y a pas d'aspect éthique ou normatif. Ce qu'on dit simplement, c'est que le code capitaliste, si on peut dire ça, en pensant au code pénal ou à d'autres types de législation ou de loi, évolue au cours du temps. On sait, la plupart du temps, quand on pense à l'évolution de ces lois, on pense qu'elle provient du corps législatif, qui est informé par les acteurs économiques, politiques, sociaux de l'intérieur des différents pays souverains. Là, ce qu'on montre, on essaie de dire qu'on a oublié quelqu'un. On a justement regardé avec un seul œil et que chaque fois que le capitalisme définit un territoire, par définition, quand vous tracez une ligne, vous tracez ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur. Lorsqu'on trace une ligne en disant qu'on peut exploiter, je sais pas moi, les fonds sous-marins, eh bien, on va exclure ou faire réfléchir ou faire se regrouper des personnes qui vont dire mais de quel droit
Pour quelle finalité? À qui appartiennent les fonds marins? À qui appartiennent les ressources dans les fonds marins? À qui appartiennent les minerais qui sont dans le sous-sol lunaire de la Lune? Qui a le droit de s'approprier ces ressources? Alors vous allez avoir des capitalistes bon teint qui vont dire moi j'investis, donc j'ai un coût du capital, j'ai une durée de retour sur investissement pour mon capital, je vais aller sur la Lune, je vais exploiter ces ressources seulement si le coût de ressources me permet de revenir dans mes fonds initiaux. Et donc la question que poseront les pirates spatiaux de demain, ou de ceux qui questionnent aujourd'hui ce qui se passe sur l'ADN, par exemple, c'est de dire de quel droit, au nom de quoi, où est l'humain, voilà, c'est ces genres de questions-là qui vont se produire dès que des États souverains vont vouloir tracer des lignes et mettre des limites. Alors peut-être au début d'ambiguïté, est-ce que il faut faire un distinguo entre piratage et piraterie? Oui, alors dans le livre aussi, on essaie de s'écarter de tout ce qui va être, par exemple, des fois on nous pose la question sur les pirates somaliens, par exemple. Pour nous, ce sont des brigands sur des bateaux, mais les brigands sur des bateaux ne sont que des brigands. Ceux qui font du piratage, souvent veulent utiliser des données qui ne leur appartiennent pas pour leur propre profit personnel, ce sont des escrocs. Pour nous, ce ne sont pas des organisations pirates, parce que les organisations pirates, comme Jean-Philippe l'a dit, portent une cause publique, et une cause forte la plupart du temps. Lorsque vous avez aujourd'hui, enfin depuis quelques années, des gens qui disent que les échanges de musique ou de logiciels ou de contenu culturel comme des films devraient être gratuits, et que par conséquent ils vont créer des organisations comme Mega Upload, même si Kingdom.com s'est enrichi sur la bête, ou comme The Pirate Bay, pour mettre des contenus à disposition des gens, il pose une vraie question, c'est-à-dire de quel droit Universal, EMI et les autres se sont engraissés pendant 20 et 30 ans à vendre des CD qui coûtaient moins d'€1 à produire à des prix qui étaient 20 €. Comment est-ce qu'on pouvait expliquer qu'ils avaient 80% de marge? Est-ce que 80% de marge, c'est normal? C'est légitime. Est-ce que tous les fournisseurs qui vendent des produits avec 80% de marge devraient être combattus? Non. Non, je pense pas. Je crois qu'il y a un cas... En fait, quand on parle de piraterie, quand on lit des articles sur la piraterie aujourd'hui dans la presse ou quand on en parle à la télévision, généralement, la notion de piraterie, elle est réduite à ces industries culturelles, la musique, le cinéma, et à cette notion de copyright. Et nous, en fait, on a une approche beaucoup plus générale. On observe qu'il y a des monopoles dans différentes industries, différents types de monopoles, et que les pirates s'y opposent. Mais le copyright est un monopole. Le copyright, le brevet, sont des monopoles attribués par des États souverains pendant une durée limitée. Ils sont attribués à quelqu'un, une personne, ou une morale, ou une personne physique, qui a été originale dans la rédaction d'un ouvrage, dans la création d'une technologie, etc. Qui est accordé, c'est un contrat social au nom de l'humanité, du progrès de l'humanité, qui est accordé à une entité morale ou à une personne physique en échange de la publicité de ce contenu, pour que d'autres personnes puissent améliorer tendanciellement l'innovation, la créativité, les outils. Donc il y a un contrat moral, un contrat social entre le détenteur d'un brevet et l'innovateur. Effectivement, et je crois que le moment où les organisations pirates vont contester, par exemple dans l'industrie de la musique, des marges de 80%, c'est pas parce que les marges sont à 80%, c'est qu'ils vont contester une rupture de contrat social, c'est-à-dire qu'ils vont à un moment donné estimer que le monopole, il y a abus de monopole, qu'il y a un oligopole, 5 majors qui vont profiter de leur concentration dans une industrie pour en fait bloquer l'innovation, pour ralentir la diffusion des idées, des projets, de la créativité, et qu'au moment où ça arrive, peu importe leur taux de marge, il y a abus de monopole, il y a rupture du contrat social. Et c'est là que l'organisation pirate défend cette cause publique et va dire, vous ne voulez pas changer cette situation-là, on va mettre en ligne gratuitement tout votre catalogue. On va passer, je donne tout de suite le micro, et on va passer de ce qui est légal
à ce qu'il va devenir légitime. Et donc nous, le message qu'on fait passer aux entreprises, c'est de réfléchir à ce que vous pensez être légal par rapport à ce que vos clients pensent être légitime. Parce qu'aujourd'hui, vous, vos enfants, ne pensent plus qu'il est normal de payer des prix, je sais pas, d'abord devoir acheter 12 ou 13 chansons pour 20 €, c'est juste plus possible. Donc peut-être 99 cents pour une chanson, ça peut marcher, mais voilà. Donc cherchez à s'arc-bouter sur la défense du légal lorsque des organisations contestent votre business model en disant qu'il est illégitime. Pour nous, enfin pour moi, je parle peut-être pour moi, est une cause perdue finalement. Il faut que vous réinventiez votre business model et que vous inventiez différemment. Est-ce qu'on n'a pas toujours quelqu'un qui va contester votre business model et votre légitimité, même si vous n'êtes pas en monopole ni même en oligopole, le simple fait que vous commercialisez certains produits de certaine manière, est-ce qu'il n'y a pas une contestation? Est-ce que tout un chacun est en situation de devenir en quelque sorte le début, les prémices d'une organisation pirate en quelque sorte? Alors probablement, mais je pense qu'on peut distinguer du coup la concurrence de la contestation. On peut commercialiser un produit et puis quelqu'un d'autre va dire votre produit n'est pas suffisamment bon, on a un meilleur produit, il est moins cher. Donc on vous conteste dans le cadre des règles de la compétition qu'on reconnaît tous les deux comme étant légitimes. Certains produits, certains pays s'appropriaient des brevets sur des médicaments pour fabriquer des génériques contre la volonté des gens qui les avaient inventés et qui avaient déposé ces brevets, qui en étaient encore propriétaires. Mais là, c'est justement l'argument entre le légal et le légitime. Si ces médicaments, c'est ce que je disais cet après-midi ou peut-être encore tout à l'heure, si ces médicaments sont là pour permettre à des malades atteints du sida, alors que les médicaments existent et qui ne peuvent pas être utilisés pour des raisons économiques, ou si c'est pour sauver de certaines maladies qui rendent aveugles des enfants, vous êtes de légal par rapport à ce qui peut être légitime. De quel droit vous, société, je sais pas quoi moi, occidentale, pouvez-vous vous arroger ces rentes? Vous avez dépensé de l'argent pendant longtemps pour acquérir ce droit. Oui, mais... Si vous dissuadez les entreprises de consommer d'énergie et de la ressource pour en faire éternellement comme ça, vous risquez aussi un beau jour de ne pas avoir à nouveau d'autres ressources que les pirates pourraient s'approprier. Tout le pari des pirates, c'est de dire que la créativité humaine ne passe pas nécessairement par le monopole attribué sur ce type de produit. Si vous voyez tout ce qui se passe dans l'open innovation et comment la NASA ou d'autres font recours à toutes les énergies dispersées dans le monde pour résoudre des problèmes qu'ils n'ont pas été capables de résoudre en interne, vous pouvez vous dire que même dans l'aspect médical, vous pouvez avoir d'autres types d'organisations qui ne reposeront pas nécessairement sur le brevet de façon aussi stricte et qui permettraient de sauver plus de gens. Voilà, et là, nous, on n'est pas normatif. On ne dit pas qu'il y en a un qui est bien, l'autre qui n'est pas bien. On dit que ce sont ces questions-là qui se posent. Qui veulent réagir à apporter son point. Merci, oui, tout à fait. Donc je vais réagir par rapport à ce qui a été dit tout au début. Ce qui me gêne, c'est, comme vous avez dit, les pirates, finalement, ils font comme les États. Alors, vous parlez des pirates, des corsaires, et puis finalement, ils altèrent au fil du temps. Ce n'est pas parce que les politiques font des malversations que nous pouvons en faire autant. Je veux dire, on n'a pas à devenir pirate parce que l'État se comporterait de cette façon-là. Et je trouve que de dire, le livre s'appelle l'organisation pirate, et puis vous parlez de la cause publique. Et moi je trouve que en fait le nom ne correspond pas par rapport à ce que vous défendez. Moi j'aurais mis un autre nom où c'est une exception, une évolution du mot pirate, pourquoi pas, qui évoluerait. Mais moi j'aurais parlé, et je reviens, d'organisation éthique plutôt que l'organisation pirate. Et c'est ce qu'on essaie de faire pour justement aller dans le sens d'une cause publique et d'aller au-delà de ceux qui profitent et qui abusent d'un système, etc. etc. Là j'étais à la conférence des grandes écoles, à l'école des mines et présidence d'université, on travaille sur un label d'écoles, d'institutions éthiques, responsabilité sociale, durable. Donc on est dans cette phase, comme je parlais tout à l'heure de la tétranormalisation, on est en train de le mettre en place. On n'a pas besoin d'aller chercher les pirates pour le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi je serais d'accord avec vous dans la mesure où on l'appellerait, et ça conteste complètement, l'organisation éthique. Et ça, pour moi, ça a de l'avenir, et j'y crois. Vous parlez d'entreprise légitime.
est-ce que finalement c'est pas, vous dites, c'est le légitime contre le légal, en quelque sorte. Et donc, est-ce qu'on doit parler d'organisation légitime plutôt que d'organisation pirate? Je me souviens d'une statistique, d'un sondage qui avait été fait, un sondage politique en France il y a à peu près 1 an. On se rendait compte qu'il y avait environ 60% des Français qui trouvaient l'action de Wikileaks, que vous avez mentionné tout à l'heure, légitime, et qui souhaitaient qu'à l'avenir Wikileaks ait plus d'influence dans la sphère internationale. Alors quand vous regardez les codes de popularité des hommes politiques en France ou des partis politiques en France, il n'y en a aucun qui arrive au-delà de 30%, et Wikileaks c'était 60%. C'est une organisation pirate, d'après notre définition, et même, on va dire, dans la sphère publique, beaucoup de gens reconnaissent que c'est une organisation pirate. Alors effectivement, ils volent les données. Mais ils le font au nom d'une cause publique qui est celle de la transparence. Et en gros, ce qu'ils nous disent, c'est au nom de quoi des institutions publiques, dans des pays démocratiques, peuvent cacher des masses immenses de données qui normalement devraient appartenir à tous. Au nom de quoi des actions qui sont menées par des gouvernements démocratiques sur des fonds publics devraient être dissimulées pendant des années sous le sceau du secret. Comment les gens qui votent pour élire leurs représentants politiques peuvent voter en leur âme et conscience s'ils ne sont pas au courant de l'utilisation qui est faite des mandats qu'ils attribuent et des fonds publics qui sont prélevés sur leurs impôts. C'est ça Wikileaks. Alors, ils ne tuent pas, on n'est plus au XVIIe siècle, on est dans un domaine très différent, mais effectivement, ils ont acquis une légitimité immense dont rêveraient beaucoup d'hommes politiques et beaucoup de partis politiques aujourd'hui. Les légitimes et légales peuvent se rencontrer. Quand vous avez la Française des Jeux qui a un monopole pendant très longtemps sur les jeux, le fondement de ce monopole, c'est que les Français et les individus qui vivent en France au XXe ou au XXIe siècle ne sont pas capables de s'arrêter de jouer eux-mêmes. Donc il faut que l'État les protège de leur addiction, et donc il faut contrôler. Bon, il y a des aspects de taxes aussi, mais il faut contrôler leur accès au jeu. Bon, l'Europe dit vous êtes sympa, mais enfin bon, il faut peut-être passer à une autre étape. Donc il va y avoir une libéralisation. Mais dès avant la date de la libéralisation des jeux, vous avez BetClick et Win qui, depuis l'Autriche pour l'un, depuis Malte pour les autres, inondent le marché de jeux en ligne. Il y a même un moment en Marseille qui a BetClick sur son, ou Bwin, je ne sais plus lequel, sur son t-shirt. On lui demande de le retirer parce que c'est pas légal pour le coup. La question c'est, est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'on peut s'adresser à des consommateurs en leur disant, voilà, on vous propose des jeux, sachez vous arrêter, faites attention, mais bon, voilà. Avant la date j'ai oublié, 1er janvier 2010, c'est peut-être légitime, mais c'est clairement pas légal. Après cette date-là, ça devient légal, légitime. Ces organisations pirates passent dans le domaine légitime et légal. Et c'est la Française des Jeux et PMU qui doivent se bouger pour trouver des stratégies. Donc Française des Jeux le fait en interne, PMU le fait en faisant une acquisition. Et 2 ans plus tard, Française des Jeux, qui était le monopole et qui avait un avantage quand même assez certain, se retrouve un peu à la peine. Et c'est PMU.fr qui, alors qu'il était avec un âge moyen de ses clients et une segmentation qui était plutôt défavorable, tire son épingle du jeu avec je ne sais plus combien, 25%, 30% de part de marché en ligne. Marie-Caroline. Oui. Réaction à... Oui, une réaction. Pour répondre à mon collègue, moi il me semblait que l'éthique et la norme, c'était pas tout à fait la même chose. Il me semble que l'éthique, c'est pas respecter la norme, c'est pas le respect de la norme. Que la norme, ça répond à un besoin, et que l'éthique, ça répond à autre chose. La norme, ça répond à la nécessité de réguler un ordre social, et c'est assez relatif. L'éthique, c'est plus du registre d'une conception du monde, et en cela, effectivement, on comprend pourquoi les pirates peuvent avoir une éthique, c'est-à-dire qu'ils agissent au nom d'une conception du monde, et que
effectivement, avec donc la norme est du côté de la légalité et l'éthique est du côté de la légitimité, et que ça se rencontre parfois, d'autres moments ça ne se rencontre pas, et que c'est ça aussi, c'est une dialectique, le dialogue entre le légal et le légitime, et que elle me semble cette dialectique et ce débat absolument inévitable, parce que c'est le débat propre à l'histoire, quoi, hein, et à l'avancée. Donc à nouveau, je redis, je prêche pour ma paroisse, on retrouve exactement ce même mouvement à l'intérieur des organisations. Les organisations ont une vocation normative, les règles de travail, voilà, les organigrammes. Et en même temps, on s'aperçoit que dans la vie des organisations, parfois même pour que le travail se fasse, pour que l'innovation puisse voir le jour, eh bien, il y a des débats de ce registre-là entre ce qui est éthique et ce qui est normal. Et voilà, il me semble que poser comme définitif que l'éthique et le respect de la norme c'est la même chose, c'est ouvrir, entrer dans le risque qu'il n'y ait plus de vie à l'intérieur des organisations ou dans le monde, quoi, puisque vous êtes plus au niveau macro, quoi. Voilà, merci, ce que j'avais envie de dire. Alors, je sais que Patrick va avoir envie de répondre. Oui. Malgré tout, Je n'ai jamais dit que l'éthique et les normes c'est la même chose, j'ai jamais dit ça. Comme vous dites très bien, les pirates avaient des normes de fonctionnement, mais pour moi ils n'avaient pas d'éthique. Attention, j'ai jamais dit une chose pareille. alors, est-ce qu'ils avaient une éthique aussi? Est-ce que c'était leur éthique et qu'elle était différente de celle des États, et qu'ils combattaient avec une autre éthique qui d'ailleurs a eu tendance à s'imposer depuis sur certains aspects, qui étaient l'égalité, l'équité, etc. Mais quand même, on va arriver quand même au cœur du sujet, qui était de dire ok sur le macro, ok sur l'histoire, ok sur les océans au XVIIe siècle, très bien. Maintenant, la question qui intéresse aussi les gens qui nous ont fait le plaisir et l'honneur de se joindre à nous ce soir, c'est qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? On a lu cet ouvrage, on est en train de parler des biotechnologies, ou du piratage, des technologies de l'information. On n'est pas tous dans ces domaines-là, et pour autant, est-ce qu'on ne peut pas considérer que la piraterie, c'est quelque chose qui a pris place, puisque le capitalisme est toujours parmi nous? Est-ce qu'on vit aux côtés d'actes de piraterie, de mouvements pirates, d'organisations pirates, à l'extérieur des entreprises ou au sein des entreprises, et comment les managers, les dirigeants d'entreprise vivent avec ça ou peuvent vivre avec ça? Je crois que la transition a été faite, vous venez de la faire naturellement, puisque lorsqu'on parle effectivement des aspects normatifs des organisations, du contrôle, des règles, on s'aperçoit aussi que pour que l'organisation fonctionne, il est souvent indispensable de flirter avec les règles, de les court-circuiter, de les transgresser, et que des espaces pirates existent à l'intérieur même des organisations. Le fameux travail en perruque qu'on connaissait dans les ateliers ou dans les usines, même pour les ouvriers et les artisans, il y a quelques décennies ou quelques années, existe encore aujourd'hui dans un monde qui est certes moins industriel, mais plus tourné autour des services. Donc on peut constater de nombreux exemples où telle communauté d'employés va créer une plateforme d'échange d'échange d'informations parce que les vendeurs qui se réfèrent à leur manager essaient de communiquer des informations sur les clients qui viennent dans les points de vente par exemple, ou les clients qu'ils visitent, et que cette information ne remonte pas au niveau N+2. Et donc ils vont créer des plateformes. Il y a des cas, j'ai vu un cas sur Best Buy par exemple qui avait créé une plateforme de ce genre-là, et on s'aperçoit que ça redynamise de l'intérieur finalement l'organisation, qui ne passe plus par les canaux traditionnels, ou qui étaient sans doute valables à un moment donné du temps, mais qui aujourd'hui, dans les situations vécues par les vendeurs, par exemple, ne correspond plus aux canaux utiles. Donc de l'intérieur, il y a ces dynamiques-là qu'on a nous placées plus au niveau macro, mais qui existent forcément. Moi j'ai une histoire à vous raconter par laquelle je suis tombé sur les histoires de pirates et de piraterie à travers un papier sur les zones d'autonomie temporaire il y a quelques années.
Et j'ai observé un phénomène qui m'a vraiment passionné, que je vis régulièrement dans les TGV. La SNCF a essayé pendant longtemps d'avoir des bars dans les TGV et a eu toutes les peines du monde. Il n'est pas parvenu à amortir ces bars sur des courtes distances de l'ordre d'1 heure et demie. Et donc, tout récemment, ils ont supprimé les bars sur les TGV de courte distance. Donc, ils les ont supprimés en termes de service, mais pas en termes physiques, puisque les mêmes rames servent parfois sur des trajets plus longs. Donc, le bar est simplement fermé. Et j'ai un petit... le bar est fermé, mais il existe. Et qu'est-ce qu'ont fait les abonnés qui, eux, quand même sur les courtes distances, le matin à 6h30, avaient quand même envie de boire un café, de manger des croissants et de se regrouper? Eh bien, ils se sont organisés, ils ont créé un site internet avec une monnaie, avec un système de commande à l'avance mensuel de provisions, de capsules de café, de croissants, de ceci, tout ça. Les uns, la répartition, qui apporte le café ce mois-ci, qui apporte les croissants, etc. Et donc le matin, les gens se regroupent, prennent le café, en utilisant pour le faire chauffer les équipements du bar laissés vacants par la SNCF, organisent l'eau, et le soir, une fois par mois, dans l'autre sens, organise un repas complet avec soirée accordéon, ils privatisent le bar, ils s'installent, ils créent des napperons, ils font des anniversaires, ils font donc c'est bal musette ou je sais pas quoi, avec bien sûr la complicité des contrôleurs qui sont soudoyés pour pouvoir autoriser, laisser passer. C'est-à-dire que les autres voyageurs, bien sûr, eux, quand ils arrivent en disant c'est l'air sympa, une petite fête dans le TGV, on les refoule gentiment en disant vous n'avez pas payé, vous n'y avez pas droit. Donc, et ça dure depuis 7 ans. Et ça dure sur cette ligne que je pratique régulièrement. J'en avais parlé, mais sans vouloir les dénoncer, mais simplement pour savoir qu'est-ce qu'en pensait la directrice générale de la SNCF à l'époque, qui me disait mais comment ça, les bars sont pas fermés? Je dis ben non, ils sont pas fermés, ils sont même ouverts, et puis de toute façon, même s'ils étaient fermés, on passerait par-dessus, et on ouvrirait quand même les trucs, etc. Le principal, c'est que quand on arrive à destination, tout est propre et net, il ne s'est rien passé, on a juste consommé un peu d'eau et un peu d'électricité pour chauffer les croissants ou les plats, etc. Et je dis voilà, typiquement, une organisation qui échoue à offrir le service, parce qu'il y a une anomalie qui est extraordinaire, c'est que vous avez 2 rames. Celle qui vient de Besançon, il y a un bar, forcément, parce que c'est une longue distance, et la rame de devant qui est créée à Dijon, elle, il n'y a pas de bar. Donc vous payez le même trajet, le même prix, mais il y a la moitié des voyageurs qui ont un bar et l'autre qui n'en ont pas. Donc à l'évidence, il y a une inéquité. Et c'est parce qu'ils ont considéré les voyageurs de devant que c'était pas juste qu'ils se sont organisés comme ça pour compenser. Jusqu'au jour où j'imagine la SNCF dira qu'il y a peut-être un moyen, en mettant à contribution les voyageurs qui apportent les choses, qui les commandent, qui les organisent, qui les structurent, qui font le nettoyage, qui rendent ça bien propre, etc. Dans ces conditions-là, ça redevient rentable. Et donc il y a une valeur perçue par l'utilisateur qui dit qu'à ce tarif-là, ça lui va. Cet équilibre, la SNCF ne l'a jamais trouvé. Depuis 20 ans qu'ils ont essayé, jamais ils ne sont parvenus à trouver cet équilibre. Donc c'est intéressant. Voilà un exemple. Et alors, moi, ma question, c'est comment une organisation, comme La Poste, comme Sony, comme les gens qui sont là ce soir, comment est-ce qu'on s'adapte à ça? Est-ce qu'il y a de la piraterie dans toutes les grandes organisations, d'après vous? Alors, c'est un très bon exemple que vous avez donné, que j'ignorais complètement, mais que je vais réutiliser. J'espère qu'il n'y a pas de copyright dessus. J'ai déjà largement documenté sur mon blog. J'ai remarqué un certain nombre d'infractions quand même qui ont été commises, occupation de propriété privée, soudoiement de contrôleur SNCF. Pas très éthique, mais j'imagine que c'était très sympa. Un exemple, vous venez de mentionner Sony. Je pense que aujourd'hui, les entreprises, celles qui ont commis des erreurs, Sony en fait partie, celles qui ont commis des erreurs, elles ont toutes commis une erreur en commun. C'est de regarder uniquement la performance au niveau de l'entreprise et de considérer que leurs concurrents étaient uniquement des concurrents et pas des partenaires. Alors je vais donner un exemple pour illustrer ce que je viens de dire. Quand on a commencé à échanger des fichiers sur Internet, on avait donc ces 5 majors dans l'industrie de la musique, mais c'est la même chose dans l'industrie du cinéma, c'est la même chose dans l'industrie du software, qui en gros avaient un monopole à 4 ou à 5 sur le catalogue de musique disponible. Et parce qu'elles n'arrivaient pas à s'entendre pour mettre ensemble
leurs brevets, leur copyright, leurs droits d'auteur sur une plateforme commune pour pouvoir proposer aux utilisateurs qui avaient envie, qui étaient prêts à payer, je sais pas, 20 € par mois pour avoir accès à de la musique en ligne, mais pas séparément Sony, Universal, etc. Ils voulaient avoir accès à tout avec un abonnement commun. Mais parce que ces 5 entreprises ont voulu protéger leurs précarés et n'ont pas réussi à coopérer, elles se sont vues uniquement comme des concurrents et pas comme des partenaires, qu'est-ce qui s'est passé? Elles n'ont rien fait. Et un beau jour, il y a Apple qui est venu et qui a dit ben, je ne suis pas dans l'industrie de la musique, mais je vais le faire. Et ces entreprises-là se sont dit bon, Apple n'est pas un concurrent, très bien, on va les laisser faire. Et on voit le résultat. Apple a détruit énormément de valeur pour ces entreprises-là. Apple a contribué à légitimer l'idée qu'on pouvait acheter un morceau qui nous plaisait sans avoir acheté tout l'album quand on achetait de la musique. Et Apple a fait perdre énormément d'argent à ces 5 majors de la musique. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont regardé que la ligne qui dit profit dans le compte de leur entreprise. Elles n'ont pas pensé aux normes qui s'appliquaient à l'industrie dans leur ensemble. Elles n'ont vu leurs concurrents que comme des concurrents et pas comme des partenaires. Et il s'est passé la même chose dans l'industrie du cinéma, il se passe la même chose aujourd'hui dans l'industrie du software. Donc aujourd'hui, tous les business models qui dépendent du cyberespace, par exemple, je pense que les leaders aujourd'hui, les managers dans les entreprises, doivent voir au-delà de leur entreprise et repenser non pas leur stratégie uniquement au niveau de l'entreprise, mais se voir en leader de leur industrie et pas juste de leur business. Ils doivent se dire ok, je dépends du cyberespace, par exemple, pour vendre mes produits, pour vendre mes services. Mes clients utilisent le cyberespace comme mode de distribution quand ils achètent mes produits, que ce soit un logiciel ou une communication téléphonique, etc. Est-ce que j'ai pas un intérêt, moi aussi, à contribuer à l'élaboration des règles du cyberespace? Des règles au sens général du terme, c'est-à-dire transparence, droit de propriété. Est-ce que ça m'intéresse pas finalement de savoir si tel ou tel gouvernement va avoir le droit de me demander vos données clients, elles nous intéressent? Est-ce que toutes ces entreprises-là n'ont pas intérêt aussi à contribuer à un niveau supérieur à l'élaboration des règles et à la renégociation des règles de l'industrie et pas juste de leur entreprise? Est-ce que le fondement de cette réflexion, ça peut être la théorie des parties prenantes? En disant, il n'y a pas comme acteur pour l'entreprise que ses actionnaires, ses clients et ses salariés, il y a aussi le contexte, l'environnement. Tout à fait. Je souscris tout à fait à ça. Pour donner un autre exemple, là, donc récemment, je discute. La RSE. Oui, oui. J'ai discuté. Au-delà, quand même, oui, ça en fait partie. J'ai discuté avec un manager d'une entreprise dans l'hôtellerie qui me racontait que des projets en interne qui n'étaient pas demandés par la hiérarchie avaient été proposés donc par des salariés qui disaient que dans l'industrie de l'hôtellerie, d'un grand groupe français qui a plusieurs, qui commence par un A, qui se termine par un R, avec 2 C et un O au milieu, on voit pas qui c'est. Donc ces salariés, ces employés avaient proposé une plateforme internet pour non seulement permettre à des clients potentiels d'aller chez Mercure quand ils voulaient avoir une chambre Mercure, mais pour mettre en parallèle les différentes offres, non seulement celles d'accord, mais celles aussi de concurrents. Le projet avait été complètement retoqué en disant les clients ils viennent chez nous parce que c'est nous. Bon. C'est ton exemple sur Sony qui m'a fait rebondir là-dessus. Ce projet a été retoqué. Ces gens-là ont été dit mais qu'est-ce que vous faites? Vous voulez que nos clients voient les prix de nos concurrents? C'est complètement débile. Bon, c'est Booking.com qui l'a fait. Et Booking.com aujourd'hui, d'après les chiffres, prend une très très belle part de la marge de la distribution online, d'accord, puisque les gens ne vont plus pour aller chez Sofitel, ils vont aller chez Booking, ou ils vont avoir une chambre du Sofitel, ou une chambre de je sais pas quoi, moi, de Best Western, ou du Radisson, ou voilà, ils vont avoir l'ensemble. Donc, bien réfléchir lorsque vous voyez émerger en tant que manager des projets qui viennent de la périphérie, de vos pairs, de vos subordonnés, s'ils le sont, ou de vos collaborateurs, quand ils arrivent pour proposer quelque chose qui vous semble, j'allais dire,
une éthique, mais c'est en anglais, inique, ou je sais pas, ou absurde, ou qui semble vous mettre en concurrence, ou qui semble dévaloriser votre offre, d'essayer de bien comprendre pourquoi ils le font. S'ils le font quand ça n'a pas été demandé, c'est qu'ils voient une valeur perçue pour vos clients, ils voient aussi probablement une valeur perçue pour eux-mêmes. Et donc, avant de rejeter, se poser la question, est-ce que cette proposition qu'ils font n'est pas finalement la norme de demain, n'est pas finalement légitime à être proposée. Donc j'aurais tendance à dire un conseil de nos managers que vous êtes, c'est avant d'appliquer la sanction en disant la sanction gentille, en disant non, c'est pas pour nous, ou ça fait pas sens, ou c'est pas ce qui t'a été demandé, prendre un petit moment de recul, regarder quelles règles ont été quelles lignes ont été franchies, quelles règles ont été non respectées, et de se dire peut-être que ça fait sens de ne pas respecter ces règles, peut-être que cette proposition qui me semble un peu absurde au premier regard fait plus de sens qu'il n'y paraît. Alors, je voulais donner peut-être un exemple. La question, si on a organisé cette soirée ce soir, c'est pas par hasard. Et on a une réflexion de notre métier qui est un métier de prestataire, sous-traitant, donc sous contrainte. Et on a une problématique d'adéquation entre les attentes de nos clients qui voudraient payer à la consommation, à l'heure produite, à la prestation, à la pièce en quelque sorte, et les attentes de nos collaborateurs qui, eux, voudraient avoir au contraire une vraie vie, des perspectives, une stabilité, etc. Et donc, on a essayé de réfléchir à la possibilité, alors je donne le résultat direct, on a créé ce qu'on appelle, nous, l'espace pirate, et on est en train de l'installer, et on s'est dit, plutôt que d'avoir des ressources que parfois nos collaborateurs pourraient être amenés à utiliser sans nous en demander l'autorisation, de manière détournée, etc., est-ce qu'on ne pourrait pas justement partir de l'idée que, à partir du moment où ça ne nous crée pas de dysfonctionnement ou de désagrément, on leur mettra à disposition de ressources dans cet espace qui sera connecté au reste de l'entreprise, et donc l'accès à des ressources et des moyens pour leur permettre de mener leurs propres projets, mais cette fois-ci, sans avoir à se cacher, à côté de l'entreprise, non pas dedans, mais dans un espace connecté, parallèle. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça de la piraterie, parce que dans la mesure où tout le monde est d'accord, et que c'est leur propre initiative. Donc là, probablement, on échappe à la définition de la piraterie. Mais l'idée est celle-là, c'est qu'en fait, on a essayé de se priver, c'est un petit peu comme si on voulait se passer avec ses enfants de la crise de l'adolescence, et qu'on voulait directement passer l'âge bête pour aller à l'âge intelligent, et on se dit, écoutez, puisque le résultat, c'est que les gens développent des organisations qui leur conviennent, et avec des expériences où ils se réalisent, en s'appropriant des moyens qui ne sont pas forcément les leurs au début, d'une manière qui n'est pas celle qui est prévue, après tout, passons directement à cette étape-là et organisons-le ensemble de manière parallèle, en fait, sans s'affronter. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je ne sais pas, quelle est votre réaction par rapport à ça? Je veux bien réagir, allez-y. Guillaume, Oui. puis après. D'autant plus que c'est un peu dans la continuité, ce que j'avais envie de dire à l'Assemblée, c'est un petit peu dans la continuité de ce que vous avez dit. Donc tout à l'heure je disais que les organisations, une des fonctions de l'organisation c'est de normer l'organisation du travail. Et alors il y a des chercheurs, évidemment je ne vais pas le développer ici, mais je vous renvoie pour ceux qui le connaissent et ceux qui peut-être auraient envie de le découvrir à Christophe Dejour, qui a montré que le travail, le prescrit dans le travail, donc tout ce qui est de l'ordre de la norme, de la règle, le prescrit est insuffisant pour réaliser l'activité, pour que l'activité se réalise, que les objectifs soient atteints, pour que le travail se fasse malgré tout. Il faut à un moment donné faire plus que ce que la norme a prévu, que ce que la règle de travail a prévu, parce qu'évidemment elle anticipe les choses, et puis il y a la vie qui est là et qui fait surgir des imprévus, des aléas. Donc pour que le travail se fasse, il faut aller plus loin, s'investir, c'est ça, s'investir aussi dans son travail, c'est faire en sorte que ça se fasse malgré finalement l'incomplétude et l'inefficacité parfois de la règle de travail. Donc ça dit quoi ça dit que de toute façon, pour travailler correctement, atteindre les objectifs,
il y a aussi forcément parfois de la transgression de la règle, du contournement, des propositions effectivement qui sont faites là pour répondre à l'inattendu et qui peuvent parfois heurter les règles et l'organisation. Et puis je me référerai aussi à un autre auteur qui s'appelle Norbert Alter, et qui lui a travaillé sur l'innovation et qui a montré lui aussi que pour être innovant, pour qu'une entreprise puisse être innovante, il faut que cette innovation soit appropriée par les gens qui vont l'exploiter, et que cette appropriation d'une innovation, comme elle bouleverse les choses établies, elle passe aussi forcément par la transgression. Alors ça peut être des toutes petites choses, mais si vous voulez, c'est pour vous dire qu'il y a ce mouvement-là de transgression de la règle dans le travail. Bon. Paradoxalement, pour qu'il se fasse. Bon. Donc ce que moi j'avais envie de dire en ce qui concerne le management, c'est qu'on est dans une époque, me semble-t-il, où les organisations sont de plus en plus formalisées, où il y a une espèce même de surenchère parfois de procédures qui cadrent et qui contraignent l'activité. Et donc on a un peu tendance, les directions des entreprises ont un petit peu tendance du coup à attendre de leurs managers qu'ils fassent respecter la règle, point. Et moi, il me semble, je dis moi, mais c'est évidemment à partir de tous ces chercheurs que j'affirme ça, il me semble que la fonction du manager, elle n'est pas tout à fait là. Il a bien sûr pour fonction de faire respecter l'ordre établi, je dirais, sa fonction hiérarchique, mais il a aussi pour fonction de faciliter l'activité. Et du coup, faciliter l'activité, ça peut être aussi comprendre quelles sont les nécessités de transgression, quels sont les besoins pour l'activité de transgression, comprendre quelles sont les parts d'aléas, d'imprévus, de difficultés dans l'activité des salariés, des opérateurs. Et justement, peut-être son endroit au manager, ce serait plus d'arbitrer ces deux nécessités, que sont la nécessité de normalisation et en même temps la nécessité de transgression. Voilà, pour répondre. Merci beaucoup. Patrick, un mot aussi. Merci. Moi je vais réagir là-dessus parce que j'aime pas la notion de transgression qui me rappelle la piraterie justement. Et ça nous étonne. Voilà. Mais en revanche, ce que vous avez mis en place, je trouve que c'est excellent. Parce que, vous l'avez dit vous-même, ça échappe à l'idée de piraterie, en fait. Parce que pour moi, c'est pas de la piraterie, ce que vous faites. C'est mieux que de la piraterie. Dans le sens où je pense que c'est sain, parce qu'on prend en compte l'être humain dans l'entreprise. C'est pas une machine qu'on exploite. Donc on lui donne des possibilités de s'exprimer, de cultiver son jardin, comme disaient certains grands auteurs. Et le premier projet, c'est un jardin collectif biologique. Voilà, et donc moi je trouve ça assez extraordinaire au niveau de l'équilibre de l'être humain au travail. Alors moi je me poserais plus la question de la relation avec le travail en parallèle. Alors on a vu que le cadre, les conditions de travail, et vous avez obtenu un prix pour ça, je trouve que c'est extraordinaire, sont là, conditions de travail, organisation de travail. J'ai même essayé les sièges, je me suis assis dessus, c'est d'un confort, les écrans, c'est très important. Donc à ce niveau-là c'est bien, mais au niveau, je pense, c'est plus intellectuel, dans une relation répétitive. La difficulté au travail, alors on a vu qu'on pourrait faire des améliorations, effectivement, mais cet espace libre, quelque part, permet à l'être humain de s'exprimer. Moi, je trouve que c'est très sain, et je trouve ça très bien. Après, de faire le lien avec le travail qui est plus difficile, c'est une question que je me pose, et qu'on va réfléchir dessus. Oui. Je veux juste rajouter quelque chose. Je peux juste... tout à l'heure, vous avez dit que finalement, le pirate contestait le droit de disposer de monopole.
Et au sein des organisations, on constate la même chose que ce que je viens d'expliquer là. En fait, ça peut aussi se formuler comme ça, c'est-à-dire que les opérateurs, les salariés peuvent être pirates parfois en ce sens qu'ils contestent à l'organisation le monopole de penser les règles de travail et qu'ils veulent et ont besoin eux aussi de les penser à un moment donné et que du coup peut-être que des espaces comme celui que vous exposez là, que vous présentez là, peuvent être une solution de management justement pour concilier ces deux exigences. Ce qu'on voit nous, c'est que ça a généré chez nos collaborateurs un geste de penser leur métier, parce qu'en fait, ils ont acquis une autonomie collective pour choisir les projets, qu'est-ce qui va être choisi, comment ils vont le mettre en œuvre, etc. Et ils vont le gérer en autogestion. Et on voit que du coup, le rapport qu'ils ont au travail qu'ils ont à réaliser chez nous ensuite est complètement différent. Ils se l'approprient et ils sont force de proposition et d'initiative, voire même de contradiction. Ils pensent que c'est une erreur de faire comme ça, ils le disent. Voilà, et c'est très intéressant. Ça fait naître des réactions qui nous surprennent et nous émeuvent en quelque sorte. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on laisse un peu le micro aux gens qui sont venus, peut-être pour réagir, et on vous laissera le mot de la fin quand même après pour voir comment ces réactions et ces débats par rapport à votre livre, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir à ce débat de ce soir? Je sais que c'est... Soyez pirate. Voilà, si vous ne posez pas la question maintenant, je coupe le micro et on n'a plus qu'à aller boire un coup. Je ne sais pas si j'ai la distance. Si, c'est bon, c'est bon. Ce qui est amusant dans ce que vous... Merci pour éloigner l'arsène. Il faut tourner le micro sur le côté. Donc Christian Bavaret. Ce qui est amusant dans ce que vous racontez dans votre livre d'histoire, alors je vais l'acheter puis je vais le lire tout ce week-end, c'est que les pirates sont des gens qui veulent créer des monopoles. Tous les Bill Gates et puis des Steve Jobs sont des gens qui ont franchi un petit peu le système en étant pirates et qui au final veulent recréer des monopoles pour éviter la piraterie des nouveaux arrivants. Ouais, c'est effectivement une dialectique qu'on décrit dans le livre. Je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure. Steve Jobs, qui dans les années 70 faisait partie de ce groupe de hackers à qui on doit beaucoup finalement dans l'histoire de l'informatique, qui utilisaient du code qui est récupéré à droite à gauche sans jamais rémunérer les auteurs de ce code-là, avec lequel ils ont créé les premiers systèmes d'exploitation. Et effectivement, au milieu des années 70, Bill Gates leur écrit, il leur dit « mais vous utilisez mon code, vous devez me payer ». Et Steve Jobs était quelqu'un qui vivait dans cet idéal pirate pendant très longtemps, pendant les années 70. Il a contribué pour pouvoir investir dans sa première entreprise. Il vendait du matériel qui s'appelait la Blue Box, qui permettait en fait de pirater le réseau téléphonique de AT&T aux États-Unis. Pouvoir téléphoner gratuitement. Donc il contestait le monopole d'AT&T et il vendait cet appareil qu'il fabriquait sur les campus des universités en Californie. Il vendait ça aux étudiants. Et c'est comme ça qu'il a pu en fait se payer ses études et puis commencer à investir dans son entreprise. Et pendant très longtemps, le siège de Apple, sous l'impulsion de Steve Jobs, il y avait un petit drapeau pirate sur le toit. Bon, l'idéal a été perdu en cours de route, effectivement. Par certains côtés, Apple est devenu un monopole. Mais ce que l'on montre dans le livre, c'est qu'en fait, oui, on a ce parcours au niveau individuel de gens qui peuvent avoir un idéal pirate et puis ensuite basculer du côté corsaire et commencer à bâtir des empires qui deviennent monopolistiques. Mais ces empires-là il y aura toujours en face d'eux d'autres organisations pirates qui vont les contester. Et donc c'est pour ça qu'on explique bien que c'est important de ne pas regarder le niveau des individus, parce que les individus peuvent passer d'un côté à l'autre. Donc tous les grands capitalistes ont été des pirates? Pas tous, mais beaucoup, notamment dans toutes les industries des nouvelles technologies qui dépendent d'Internet, il y a beaucoup d'histoires similaires, oui. Ce que je voulais dire, c'est que l'organisation pirate, elle perd tout le temps. Soit elle est complètement anarchiste, et elle est trop contre l'ordre établi. Et à ce moment-là, elle se fait ratatiner, pour prendre un
un mot enfantin, soit elle a vu juste, et elle devient vraiment légitime, et elle devient la norme, et elle disparaît d'elle-même, parce qu'elle rentre dans le code capitaliste. Et donc, on va attendre la seconde vague, et la suivante, et la suivante. Donc c'est un aiguillon nécessaire à l'innovation et au changement des entreprises établies, mais c'est aussi face à des États qui sont bien constitués et à des entreprises qui, elles, ont beaucoup de puissance et de pouvoir, lorsqu'elles se font chahuter, challengées, et que le pirate devient le lendemain l'entreprise du milieu bien établie, c'est elle-même qui va se faire contester. Il y a une troisième voie quand même, qui est le cas de l'organisation pirate qui réussit, et où l'État reprend possession de l'écosystème réinventé, et c'est pas eux qui gagnent, c'est pas eux non plus. L'idée n'est pas ratatinée, c'est entre les deux, quoi. Mais souvent, en fait, les révolutionnaires d'hier sont les conservateurs d'aujourd'hui, hein, c'est connu, donc... Il y a un exemple qui est très intéressant par rapport à Wikileaks et comment ils ont pu justement se mettre à travailler du côté de l'État. C'est le gouvernement islandais qui, suite à une série de scandales pendant la crise des subprimes, a décidé de changer les règles de transparence qui s'appliquaient à l'utilisation des fonds publics en Islande. Ils se sont dit, on a un gouvernement démocratique, les gens élisent des représentants avec un mandat, et finalement ça serait normal qu'il y ait plus de transparence dans l'utilisation des fonds publics qui sont prélevés sur les impôts des gens. Et donc, suite à ces scandales, le gouvernement islandais a pris contact avec Wikileaks et a demandé à Wikileaks de travailler avec eux sur l'élaboration d'une nouvelle charte, d'un ensemble de normes, de nouvelles normes de transparence pour l'utilisation des fonds publics, des normes de transparence démocratique, des normes pour réguler le cyberespace pour les serveurs qui sont basés en Islande. Et donc là, on a un exemple très récent et je dirais presque unique dans l'histoire, d'une organisation pirate qui, au bout d'un moment, est appelée par un gouvernement, non pas pour être mise en prison, pour être démantelée, ou pour être retournée, mais pour collaborer et pour dire, mais finalement, ce que vous nous dites là, c'est intéressant et on a envie de changer les choses parce que le message que vous portez, la cause publique que vous portez, elle résonne avec nos propres désirs, avec ce que veulent les gens dans ce pays, et donc on va travailler ensemble. J'ai envie de donner la parole à Maryse Mougin, qui nous fait le plaisir d'être là, et qui représente un monopole. C'est plus un monopole, bon d'accord. Je ne sais pas si je vais pouvoir aller jusque-là. Vous vous approchez. Non, je représente un ex-monopole qui s'appelle La Poste, mais qui n'est plus monopole. Mais dans laquelle la question de la piraterie à divers égards peut être assez intéressante, c'est-à-dire une grande entreprise par nature même est piratée par ses salariés, mais par bien sûr des tas d'organisations qui sont autour. En même temps, dans ce que j'entends en modèle organisationnel, à la Poste, si j'envisage la Poste sur un modèle, par exemple, qui minimiserait les normes au profit d'un côté plus, on va dire, une organisation plus pirate, je pense qu'on rentrerait dans de gros ennuis. Dans de très très gros ennuis, parce que le cadre global dans lequel exerce son métier, manage et gère ses équipes, c'est un cadre ultra réglementé. Tout à l'heure, vous évoquiez les marchés, etc., qui n'ont pas su s'entendre. Le problème, c'est ont-ils le choix de s'entendre? Tous ces marchés sont régulés. À un moment donné, on vient vous dire « Ah ben oui, vous entendez, vous êtes entendu, vous n'avez pas le droit. » Vous n'avez pas le droit parce que justement, vous allez créer un monopole. Donc, par exemple, nous, la Poste, aujourd'hui, ou les télécoms, d'une manière générale, ils ont été pris le doigt dans le pot de confiture, nos amis des télécoms, mais pour autant, voilà, si à la fois ils se sont, entre guillemets, entendus de manière avérée, d'où l'amende, et en même temps, si c'était pas entendu, on leur aurait reproché peut-être de ne pas s'être entendu parce qu'il y aurait eu des coûts additionnels à des non-ententes, que sais-je. Donc on est quand même dans quelque chose d'assez compliqué, et c'est vrai que nous, par exemple, aujourd'hui, nous sommes donc sur des marchés entièrement ouverts sur lesquels le régulateur entend favoriser l'arrivée de nos compétiteurs. C'est-à-dire qu'on est à la limite du monde de fou, c'est-à-dire que c'est votre régulateur et votre actionnaire principal qui se trouve être quand même l'État,
coquiner avec la Caisse des dépôts, qui est quand même l'État derrière aussi. Ces gens-là vont vous dire, à la fois, vous êtes sommé de gagner de l'argent, c'est quand même ça que nous demande aujourd'hui notre actionnaire, comme tout actionnaire. Hein. On n'a pas un actionnaire qui nous dit prix qui veut nous suffira, hein. Et encore moins un déficit. Donc, nous demandons de l'argent d'un côté, mais qui de l'autre côté va entièrement favoriser le fait qu'on soit attaqué. Voilà. Donc sortir d'un monopole, c'est assez compliqué, effectivement, parce que de l'autre côté, bien sûr, alors on en rajoute, hein, dans le monopole, bien sûr, le fonctionnariat, donc évidemment un aspect totalement réglementé de l'emploi. Alors heureusement, vous ne le savez peut-être pas, mais la Poste n'a que 50% de fonctionnaires, si je peux dire. Je ne dis pas ça, c'est ni une fierté ni une non-fierté, c'est juste une réalité. Pour autant, on va dire, l'entreprise est gérée comme s'il était 100% fonctionnaire, si je peux dire. Mais il y a quand même une réalité de fait qui est qu'il y a 50-50 aujourd'hui. Pour autant, voilà, donc dans un monde ultra contraint, si vous voulez, je ne parle même pas du monde syndical. Là-dedans, si vous voulez, si dans ce monde blindé de contraintes et de normes, on se mettait à fonctionner sans normes, alors là je réponds de rien, honnêtement dit. Même si je suis allée visiter les lieux et je suis la première à avoir emmené mon CHSCT chez Télétech. Vous voyez, pour vous dire quand même, hein. Notamment parce que je pense que la rénovation du dialogue social passe pas tant par les organisations syndicales elles-mêmes que par le fait que les employeurs aident ces organisations syndicales à adopter d'autres postures. Mais là, on est sur un autre débat. Pour autant, voilà, on est dans une grande complexité. Alors, je trouve ça très intéressant ce que vous venez de dire. Je vais rebondir très rapidement sur deux aspects de ce que vous venez de dire. Le premier, c'est le parallèle que vous avez fait entre la Poste en tant que monopole et puis l'industrie des télécoms, où le monopole aussi est terminé. Je pense que la Poste en tant que monopole a finalement été très peu contestée par des organisations pirates par rapport aux anciens monopoles dans les télécoms. Et je vais essayer de vous expliquer très rapidement pourquoi. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'industrie des télécoms, quand il y a des situations de monopole, notamment sur Internet, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits, beaucoup d'États, où les petits colis qui circulent sur Internet, le régulateur, l'État, dit, mais en fait, si on a besoin, que ce soit pour une enquête criminelle, pour faire des statistiques, etc., d'ouvrir le colis et de voir ce qu'il y a dedans, eh ben on va le faire. On va appeler Orange, on va appeler les fournisseurs d'accès à Internet, et puis on va leur dire est-ce qu'on pourrait savoir ce qui a circulé dans le petit colis, que ce soit un email ou des données bancaires. On a envie de savoir qui l'a envoyé, ce qu'il y a dedans. Ça s'est jamais produit à la Poste, ou alors à des périodes très particulières de l'histoire, mais la Poste, le régulateur, l'État français, et ailleurs dans le monde, n'a jamais dit les colis qui sont envoyés par la Poste ou les lettres qui sont envoyées par la Poste, on a le droit de les ouvrir. Je pense que ça explique pourquoi il y a eu moins de contestations. L'État n'a jamais dit ça, mais ce qui est marrant, c'est que moi je gère le seul centre en France qui est autorisé à ouvrir la correspondance et les colis. Bon, bah, vous voyez. D'accord ? Je gère, il y en a un seul, c'est ultra réglementé effectivement, un seul qui est autorisé à ouvrir les correspondances, qu'elles soient colis ou qu'elles soient courriers. Et d'ailleurs, effectivement, l'évolution du e-commerce et donc la circulation intensive de colis dans notre réseau génère des questionnements autour de ça, parce que à un moment donné, peut-être que la seule hypothèse d'un seul centre sur tout le territoire français d'ouverture de colis éventuels pour en retrouver ou le destinateur ou l'expéditeur peut à terme être un souci. Bon, bah, on ne le dira pas aux pirates alors, je ne savais pas que ça existait. Moi j'ai une autre remarque parce qu'il y a une histoire que j'ai vécue. J'ai rencontré un type original dans un TGV, moi j'habite beaucoup dans le TGV, et il me racontait qu'en fait il n'avait pas envie de se faire prendre il avait un catalogue de néerlandais, de plantes de toute nature, enfin d'une seule nature en réalité, et en fait il disait moi je ne veux pas passer la frontière avec ça, donc je me le fais livrer par la poste. Donc c'est le postier français, je le commande aux Pays-Bas, et ça m'est livré par le postier français qui me livre mes produits illicites directement à mon domicile. Et donc, vous êtes une organisation pirate en fait. Alors, on est une organisation qui héberge de la piraterie, mais ça c'est très clair. Alors justement, pour vous faire rigoler un peu, sur mon fameux centre qui est basé à Libourne,
Bon, à peu près 1 à 2 fois par an, on a une alerte parce qu'on a un obus de la dernière guerre qui est trouvé dans un colis, donc on évacue tout le centre parce qu'il peut exploser. On a retrouvé des migales, on a retrouvé des animaux, on a retrouvé bien sûr des tas de produits illicites, des armes. Alors certaines sont juste des armes entre guillemets de collection, mais d'autres ne sont pas des armes de collection. Bon, bien sûr de la drogue, bien sûr des images pornographiques, bien sûr, tout un tas de choses. Alors vous imaginez qu'en fait si on les trouve, c'est à la marge ça, parce que bon déjà il faut vraiment être abruti pour faire transporter, parce que c'est ce qui se passe. Pourquoi on les trouve à un moment donné? C'est pas du tout une enquête qu'on fait, hein, là. C'est qu'est-ce qui arrive chez nous et qui fait qu'on ouvre ce genre de piste, c'est que en général, soit l'adresse indiquée n'existe pas, le produit revient et l'expéditeur n'est pas visible, donc on ne peut trouver ni expéditeur ni destinataire dans le réseau, donc ça aboutit chez nous. Soit plus généralement, l'emballage s'est désolidarisé du contenu. D'accord ? Donc, une migale qui court. Voilà, ou un truc, voilà, il y a juste je sais pas, enfin en tous les cas, il n'y a plus le contenant qui contenait notamment l'adresse de l'expéditeur ou du destinataire a disparu. Donc on constate que, au vu de ce qu'on trouve, on peut imaginer que le trafic réel autour de ça est bien plus intense, parce que c'est forcément à la marge, ce qu'on peut trouver là. Et effectivement, le réseau postal est un réseau incroyablement permissif. Surtout si on compare avec des réseaux, par exemple comme l'avion, le train, qui au cours des dernières années, à coup d'attentats, à coup de problèmes de sécurité, à coup de tout un tas de choses, sont devenus des réseaux ultra pas permissifs. Hein, c'est-à-dire que là, maintenant votre TGV, enfin, tous les ans on vous rajoute un truc. Hein, maintenant vous ne pouvez plus atteindre le prendre 2 minutes avant. Avec les TGV, vous êtes obligé d'avoir une réserve. La liste est longue. Maintenant les avions, on n'en parle même pas. Si vous ne montrez pas 10 fois, malgré Schengen, votre pièce d'identité pour aller de Paris à Bordeaux, voilà, enfin 10 fois j'exagère, mais vous avez de toute façon étonnamment montrer une pièce d'identité pour aller de la France à la France. Alors la question qui peut se poser, c'est imaginer que, alors moi j'ignorais complètement qu'il y avait un centre où on avait le droit d'ouvrir les colis, etc. Imaginez que maintenant que le marché est ouvert, un de vos concurrents arrive sur le marché et utilise ça pour faire du marketing, en disant, le saviez-vous, la Poste a le droit d'ouvrir vos colis, vos lettres, sans vous demander votre avis. Nous, chez nous, peu importe le nom d'entreprise, l'entreprise privée qui vient concurrencer la Poste, ça n'arrivera jamais, on ne le fera jamais. Venez chez nous. Oui. Cette règle d'ouverture est particulière, quoi. C'est-à-dire qu'on ne n'ouvre rien qui ne soit pas mal adressé, si je peux dire. Et là, justement, ce qui se passe, c'est que nos concurrents, qui ont, évidemment, alors sur les lettres, on ne va pas parler de concurrence, on n'en a pas réellement, personne n'est venu s'implanter sérieusement jusqu'à présent. Mais on a beaucoup de concurrence, évidemment, sur le colis. Nos amis concurrents du colis ne s'embêtent surtout pas avec tout ça, parce que un colis qui n'arrive pas à destination, c'est un souci en réalité, c'est-à-dire que c'est un souci qu'on règle soit en se disant on va gérer cette problématique, donc ça suppose que cet élément physique on le stocke, on cherche à qui il appartient, etc. Ou alors on signe une bonne petite assurance qui dit quand le courrier est perdu, enfin quand le colis est perdu, ben voilà, assurance. Et donc on est au stade où nous, on se retrouve en situation d'appeler nos concurrents qui réinjectent dans notre propre réseau ces colis plus ou moins perdus. On leur dit monsieur UPS, on a ça chez vous. Non, mais gardez-le surtout. Et puis surtout, débrouillez-vous avec. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Ben, ce que vous voulez. Nous, vous voyez. Donc ça serait plutôt ça. Le jour où il y a un concurrent qui dit ça, nous, on répondra, on dira, alors écoutez, le problème, c'est qu'aussi, soyez intéressés que vos colis perdus, en fait, monsieur Dujlou s'en fout totalement. Il y a juste la Poste qui récupère tout, qui fait voiture-balai, et qui, même là, on va essayer de vous retrouver. C'est fascinant parce que la concurrence se fait donc sur les normes et pas sur la technologie ou sur le produit. Ce que je vous propose, juste une conclusion, parce que on va quand même clore cette soirée par d'abord un cocktail ensemble, et puis on pourra continuer à échanger. Donc juste un mot pour la fin. Oui, non, vraiment, je voulais juste une petite précision parce que je crains du coup de ne pas avoir été bien comprise. Je n'ai jamais laissé, enfin, j'ai jamais sous-entendu que ça se passerait mieux le travail s'il n'y avait pas de règles. Hein. On est d'accord, hein? D'accord. La règle, elle est
absolument nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. C'était ça mon propos. Je trouvais hein. ça très intéressant que vous disiez ça, parce que je pense qu'expliquer justement à des organisations qu'il faut aller au-delà de la règle, alors là c'est très compliqué, parce qu'effectivement elles sont capables de dire je préférais travailler sans règle, mais vous ne dites pas ça, vous dites il faut travailler au-delà de la règle. Et alors là on ouvre un champ des possibles énorme, et par exemple face à une organisation syndicale, par exemple, allez leur dire bon écoutez voilà, donc il y a la règle, qui eux pour eux est le tarif syndical de base, donc, surtout déjà ça nous demande un tel effort, on fait ça à maxima, vous vous dites en fait on fait ça à minima. Il faut faire au-delà pour vraiment bien travailler. Et là, effectivement, là, on est dans un discours, on va pas dire inaudible en organisation syndicale, on va dire un discours qui serait très nouveau. Très nouveau. Hein, voilà, très nouveau, sur lequel je suis certaine qu'il y a quand même des moyens d'avoir ce discours-là. Je pense qu'il y a des moyens d'avoir, mais qu'on l'a pas forcément dans ce pays globalement, enfin, ou même d'une manière générale, mais je pense qu'il y a des moyens d'avoir ce discours qui dit, parce qu'en fait, c'est quand même un discours quelque part bourré de bon sens. Le mot de la fin, s'il vous plaît, pour l'un ou l'autre, ou les deux. Le mot de la fin va être très très simple, ce sera merci. Vous pouvez bien sûr continuer à échanger les uns avec les autres, avec nous, avec les auteurs. Vous pouvez aussi acheter les livres, ils sont juste là, ça leur fera plaisir. Vous pouvez aussi les pirater, enfin non, je sais pas. Si, alors il faut savoir que tous les droits d'auteur sont reversés à un groupe de musique qui a créé un morceau qui s'appelle l'Organisation Pirate, et que vous pouvez pirater évidemment, il n'y a aucun copyright, et vous êtes les bienvenus si vous voulez remixer cette musique. C'est la musique que vous avez entendue au tout début du film, qu'on a utilisée pour le film, donc nous ne touchons évidemment aucun droit sur les ouvrages, et si vous êtes doué en musique, remixez le morceau. Alors, n'hésitez pas à venir vous servir en livre, les acheter cette fois, et les cocktails, etc. Et puis on va prendre une photo avec, bien sûr, j'ai cassé le mien, mon couvre-œil là, mais je vais en récupérer un autre. Et on va faire une photo collective avec tout le monde avec ça, on sera très joli. Merci beaucoup. Merci.